Mossoul, en Irak. Il y a plus de 2500 ans, cette ville s'appelait Ninive. Et elle était la capitale du puissant empire assyrien. Les Assyriens ont fondé le premier grand empire de l'histoire de l'humanité. Savants et bâtisseurs brillants, les Assyriens ont révolutionné l'art de la guerre et créé l'une des premières bibliothèques au monde. Les Assyriens incarnent le début du monde moderne. Les Assyriens sont à l'origine de la philosophie, de la culture et des sciences d'aujourd'hui. Mais au cours de 3 ans d'occupation sauvage, Daesh a détruit les trésors assyriens de Mossoul. Aujourd'hui, l'archéologie contre-attaque. C'est incroyable, parce qu'on pensait ne rien trouver ici. Et les destructions de Daesh ont permis de mettre au jour tout un pan de l'histoire de Ninive. Les galeries vont dans toutes les directions. Il y en a une là, une autre là. Les archéologues multiplient les découvertes stupéfiantes. C'est la première fois en 150 ans que l'on découvre des sculptures assyriennes de cette taille. Patiemment, ils reconstituent l'histoire de la ville. Ils vont ainsi tenter d'élucider une énigme. Ninive aurait-elle abrité les jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique? Les merveilles du monde devaient subjuguer ceux qui venaient les admirer. Je le vois. C'est incroyable. Tout est possible maintenant. Mossoul, la 2e plus grande ville d'Irak, avec près de 2 millions d'habitants. Située à 350 km au nord de Bagdad, Mossoul cache les ruines d'une cité très ancienne, Ninive. À son apogée, c'était l'une des plus grandes cités de l'Antiquité. La capitale de la Syrie. Au 7e siècle avant notre ère, plusieurs siècles avant l'ascension de Rome, les Assyriens régnaient sur un immense empire. Il s'étendait de la Méditerranée à l'ouest, à l'Iran à l'est, et de l'Égypte au sud, à la Turquie au nord. Avec ses 120 000 habitants, Ninive était l'une des villes les plus peuplées au monde. Aujourd'hui, nombre de ces trésors sont conservés au musée culturel de Mossoul. Zaïd Saadallah est le directeur de ce musée. Il est à la tête d'une mission colossale. Reconstituer le passé d'un empire extrêmement influent que les islamistes ont cherché à effacer de l'histoire entre 2014 et 2017. Le pire moment pour moi, c'est quand Daesh a diffusé la vidéo de la destruction du musée. Je ressens encore cette douleur atroce.
Les Assyriens étaient polythéistes et vénéraient de nombreux dieux. Les fondamentalistes, farouchement monothéistes, les considèrent comme des idoles dont ils condamnent l'adoration, aussi ancienne soit-elle. Cette scène est insupportable. En quelques heures, les djihadistes ont détruit des statues et des trésors archéologiques inestimables. Le reste a été vendu au marché noir pour financer leur guerre. Les islamistes ont finalement été chassés de Mossoul en 2017, laissant aux habitants et aux archéologues une ville dévastée. Pour Zaïd Saadallah, Daesh n'aura pas le dernier mot. Il a engagé une équipe d'experts internationaux pour l'aider dans sa mission. Pièce 46, on va essayer. 36 46. Stefan Moll est assyriologue à l'université de Heidelberg, en Allemagne. Oui, ça va ensemble. Ouais. Ce n'est pas trop mal. Il est l'une des rares personnes au monde capable de lire le cunéiforme, le système d'écriture utilisé par les Assyriens. Daesh a voulu détruire l'identité culturelle de ce pays. C'est inacceptable. Nous devons rendre cette identité à l'Irak et aux Irakiens. Outre son travail de reconstitution du passé, Stefan Moll organise des fouilles inédites sur plusieurs sites archéologiques. Nous sommes en train de longer l'ancienne cité de Ninive. Ce sont les vestiges des murs assyriens. Il se dirige vers une colline à la frontière ouest de la ville, appelée Nabi Yunus. C'est ici que son équipe a fait l'une des plus grandes découvertes de l'archéologie irakienne. Nous sommes dans la cour intérieure de la mosquée de Jonas, à Mossoul, qui était l'un des hauts lieux de pèlerinage de l'islam. Elle abritait le tombeau présumé du prophète Jonas. En 2014, les djihadistes ont envahi Mossoul. Leur vision fondamentaliste de l'islam leur interdit de prier devant la tombe d'un être humain. Alors ils ont tout simplement dynamité la mosquée. La première fois que je suis venu ici, il y avait 6 mètres de gravats sous les ruines du minaret. 6 mètres. Il fallait évacuer tous les débris, mais on ne pouvait pas le faire à la pelleteuse, car des explosifs étaient peut-être encore enfouis sous les décombres. On a trouvé un baril rempli de dynamite qui n'a pas explosé. Donc c'était vraiment dangereux, très dangereux. Sous les débris, l'équipe fait une découverte stupéfiante. Nous avons découvert 650 mètres de galeries souterraines. Les galeries vont dans toutes les directions. Le sous-sol est comme du gruyère, criblé de trous. Daesh ne s'est pas servi de machines, mais de pioches. On voit les traces sur les parois. Il devait y avoir un nombre incroyable d'ouvriers dans ces galeries. Des habitants du quartier nous ont dit que des gens ordinaires étaient recrutés dans la rue et forcés de venir travailler ici. Dans leur tentative d'annihilation, les terroristes ont en réalité mis au jour un trésor enfoui depuis des siècles.
Daesh, comme tout le monde dans cette ville, savait que sous la mosquée se cachaient les ruines d'un palais assyrien. Le palais était intact, car il était protégé par la mosquée construite en surface. Ce palais a été construit il y a plus de 2700 ans, quand l'Empire assyrien était à son apogée. Entre 705 et 631 avant notre ère, 3 souverains guerriers, Sénachérib, son fils Assaradon et son petit-fils Assurbanipal, ont fait de Ninive l'une des cités les plus puissantes de leur époque. Les Assyriens menaient une politique de conquête. La guerre faisait partie de la vie quotidienne et jouait un rôle important dans l'économie. Ils partaient en campagne presque chaque année. Ils combattaient et assiégeaient des villes. Et quand ils en prenaient une, très souvent, ils la pillaient. Daesh a creusé ce réseau de galeries sous le palais dans l'espoir de voler des trésors très anciens, et notamment des butins des rois assyriens. Les djihadistes cherchaient des antiquités pour les vendre au marché noir et financer leur guerre. Par chance, les pillards n'ont pas tout pris. L'équipe de Stéphane Maule a exhumé de précieux artefacts. De l'or égyptien des pharaons, de très rares représentations de femmes assyriennes et d'innombrables inscriptions cunéiformes. On peut encore lire le nom du roi qui a construit ce palais. Ce signe veut dire palais de Sinaï et Riba, Sénachérib, roi du monde. L'assyriologue peine à évaluer l'étendue du pillage. Mais il redoute le pire. Daesh a dû trouver des pièces importantes qui sont perdues pour toujours. Elles ont été vendues au marché noir. Cependant, en creusant ces galeries, les islamistes ont sans le vouloir permis d'explorer les vestiges du palais. En 2022, les archéologues cartographient ce vaste labyrinthe souterrain. En suivant le tracé des murs, ils créent un modèle en 3 dimensions de ce palais enfoui depuis près de 3000 ans. Ils révèlent ainsi un complexe tentaculaire destiné à asseoir le pouvoir du roi. L'une des salles mesurait plus de 50 mètres de long sur près de 18 mètres de large. C'est la plus vaste jamais retrouvée dans un palais assyrien. L'entrée de la salle du trône est flanquée d'imposants taureaux ailés, les lamassous. Nous sommes devant 2 statues de taureaux ailés. Cette entrée permettait d'accéder à la salle du trône, juste derrière nous. Ces taureaux étaient censés protéger le roi. Ils avaient comme un pouvoir magique. Ils étaient en partie taureaux, mais on voit aussi des plumes. Donc c'était des taureaux avec des ailes et une tête d'homme. Autrefois, ces génies protecteurs étaient disséminés un peu partout dans la ville. Aux portes de la ville, à la porte de Nergal par exemple, il y avait 3 paires de ces taureaux ailés. Mais comme les statues du musée culturel,
Leur symbolisme religieux en a fait la cible des djihadistes. Ils ont été entièrement détruits par Daesh. Il ne reste rien, presque plus rien. Daesh a tout anéanti. Je ne pouvais pas regarder. C'était trop horrible. J'ai éteint la télévision. Je me suis mis à pleurer. En revanche, sous terre, ils n'y ont presque pas touché. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une chance pour nous. Les sculptures sont endommagées, mais elles sont encore là. Daesh a voulu détruire l'identité culturelle de ce pays. La tentative terroriste d'effacer les Assyriens de l'histoire a échoué. Bien au contraire, les fouilles de Nabi Yunus permettent de reconstituer un tableau plus détaillé que jamais. Et notamment celui de l'âge d'or de Ninive, lorsque la ville était au fait de sa puissance. Une nouvelle piste pourrait même conduire à une merveille disparue, les jardins suspendus de Babylone. Le faisceau d'indices commence à 50 km au nord-ouest de la ville. Là où les plaines cèdent la place à des collines rocailleuses. L'archéologue kurde Bekas Hassan explore cette zone depuis plus de 20 ans. Il y a fait une incroyable découverte. Des bas-reliefs assyriens parfaitement conservés. Sur cette paroi, le relief représente le roi Sénachérib, qui se tient debout face à une procession de 7 dieux assyriens. Cette représentation du roi souhaitant la bienvenue aux dieux témoigne de la grande importance de ce lieu. C'est la première fois en 150 ans que des bas-reliefs assyriens de cette importance sont découverts. Mais pourquoi ici, si loin de Ninive? La réponse se trouve dans la source de vie de toute cité, l'eau. Ces panneaux de pierre sont très importants, car ils étaient enfouis juste à côté d'un canal. C'est ici que de l'eau de source était collectée, avant de s'écouler jusqu'à l'extrémité du canal, 10 km plus loin. Doté de plusieurs embranchements, ce canal étroit s'inscrivait dans un projet d'aménagement hydraulique monumental qui s'étendait sur plus de 3000 hectares. Lorsque Bekas Hassan a effectué des relevés sur le site, il a été très surpris par les résultats. Nos instruments de mesure ont montré que le niveau de l'eau d'une extrémité à l'autre du canal ne présentait qu'1 centimètre de différence. Sur toute cette distance, la pente ne fait qu'1 seul centimètre de dénivelé. Les ingénieurs qui ont conçu ce projet n'avaient pas accès à la technologie moderne. Alors, comment pouvait-il être aussi précis? Le niveau d'ingénierie des Assyriens leur a permis d'assurer un approvisionnement constant en eau. Ce canal faisait partie d'un vaste réseau d'alimentation de près de 400 km de long. L'eau était puisée dans les monts Zagros et acheminée à travers les plaines jusqu'à la capitale de l'Empire. À 40 km au nord de Mossoul,
se cache un autre élément clé de ce réseau étonnant. On a trouvé ici environ 2,5 millions de blocs de pierre. Et chacun pèse entre 250 et 500 kilos. Cette mystérieuse structure mesure 300 mètres de longueur sur 22 de largeur. Les archéologues ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un pont assyrien. Mais des inscriptions cunéiformes ont révélé sa véritable fonction. Sur ces blocs de pierre, on peut lire « Cet immense aqueduc a été construit par le roi Sénachérib. » L'aqueduc de Gerwan serait le plus ancien au monde. Il aurait été construit 400 ans avant le premier aqueduc romain. Grâce à cette infrastructure révolutionnaire, Ninive ne manquait jamais d'eau, même pendant les longs mois d'été. Et cet aqueduc a peut-être permis aux habitants de la ville de créer des jardins luxuriants. Celui qui arrivait à Ninive remarquait tout de suite ses palais extraordinaires et ses taureaux ailés. Mais il découvrait aussi une cité-jardin. Même à l'intérieur de la citadelle, il y avait des jardins. Et aussi à l'extérieur, dans la ville principale. Ce devait être spectaculaire. Stéphanie Dali est assyriologue et elle a proposé une théorie révolutionnaire. Elle a découvert la description des jardins enchanteurs construits par le roi près de son palais de Ninive. Et elle est persuadée qu'il s'agit des jardins suspendus de Babylone, l'une des 7 merveilles du monde antique. Stéphanie Dali fonde sa théorie sur les écrits de Sénachérib lui-même, inscrits sur un prisme d'argile qu'elle a décrypté. Il écrit « Afin de susciter l'émerveillement de tous, j'ai surélevé les alentours du palais. J'ai nommé ce lieu le palais sans rival. J'ai planté le long de ses murs un jardin, une réplique du mont Amanos, orné de toutes sortes de plantes aromatiques et d'arbres fruitiers qu'on retrouve partout sur cette montagne. Cette description ressemble étrangement à celle des textes grecs anciens, qui constituent à ce jour la principale source concernant les jardins suspendus de Babylone. Même si leurs auteurs ne se sont jamais rendus dans l'ancienne cité. Il s'avère qu'à l'époque de Sénachérib, Babylone faisait partie de l'Empire assyrien et se situait à 500 km au sud de Ninive. Les Grecs ont pu confondre les deux cités. Un élément supplémentaire vient étayer la théorie de Stéphanie Dali. Un relief de Ninive représentant des jardins luxuriants qui jouxte le palais de Sénachérib. On voit très nettement quelque chose sur une colline. L'eau descend sous la forme de petits ruisseaux et va se jeter tout en bas, dans un petit lac. On voit aussi différents niveaux dans ces jardins. Là, là et là. L'aqueduc permettait au roi d'approvisionner sa capitale en eau. Mais d'après ses propres écrits, il avait aussi compris comment irriguer le niveau supérieur de ses jardins. Grâce à la volonté divine,
j'ai reproduit dans l'argile des troncs d'arbres et des palmiers dattiers, l'arbre d'abondance. Et j'y ai versé du cuivre. Si l'on regarde le tronc d'un palmier, on voit très nettement un tracé en spirale. Le roi Sénachérib semble décrire une vis d'Archimède, un dispositif qui permet d'acheminer l'eau le long d'une pente ascendante. On plonge l'extrémité inférieure de la vis dans une citerne remplie d'eau, puis on fait tourner la vis. L'eau jaillit sans effort à l'autre extrémité. C'est merveilleux. Le roi pouvait ainsi cultiver des jardins luxuriants en terrasse, juste à côté de son palais. Stéphanie Dali s'est inspirée des informations recueillies au fil de ses recherches pour réaliser ce croquis des jardins présumés. Les merveilles du monde devaient être éblouissantes. Elles devaient subjuguer ceux qui venaient les admirer. Je pense que c'était le cas de ces jardins. Et l'on dispose d'un faisceau d'éléments dans ce sens. Les archéologues n'ont pas encore fouillé le site indiqué par Stéphanie Dali. Mais sa théorie n'a rien d'extravagant. La splendeur des reliefs de Ninive prouve que les Assyriens aimaient les belles choses. Et le roi Sénachérib avait la folie des grandeurs. Il a notamment entouré Ninive d'un mur de 12 km de longueur, doté de plusieurs entrées spectaculaires. L'une d'elles était la porte de Mashki. Cette porte avait été rénovée dans les années 1970. Mais en 2015, Daesh a presque entièrement détruit ce symbole de l'ancienneté historique de la ville. Fadel Mohamed dirige les fouilles archéologiques sur ce site. Et ici encore, les ruines laissées par les islamistes cachent un trésor. En déblayant les gravats, l'équipe a heurté des dalles jusqu'alors enfouies sous la porte. Nous avons creusé et mis au jour ce qui ressemblait à des dalles dénuées d'inscriptions. Puis, à notre grande surprise, nous avons découvert des reliefs très détaillés. Ces dessins représentent des archers assyriens et un camp militaire. Les dalles sont également décorées d'arbres et de vignes, réalisées avec une grande finesse. Ce trésor était probablement enterré depuis la chute de Ninive il y a 2600 ans. Caché sous terre, il a survécu à l'attaque terroriste. Voici un autre homme armé d'un arc. Fadel Mohamed a tout de suite reconnu le style de ces représentations. Elles sont très similaires aux bas-reliefs découverts dans le palais du roi Sénachérib. Les reliefs du palais royal, conservés aujourd'hui dans le British Museum, figurent parmi les plus belles pièces de l'art assyrien. Les historiens savaient depuis longtemps qu'ils étaient incomplets, mais croyaient les panneaux manquants disparus à jamais. On ne s'attendait pas du tout à découvrir ces reliefs. Alors, bien sûr, on était fous de joie. Fadel Mohamed espère que ces dalles révéleront de nouvelles informations sur Sénachérib. Pour l'heure, il essaie de comprendre pourquoi elles ont été déplacées du palais à la porte de Mashki. L'une des hypothèses envisagées est qu'elles auraient été utilisées pour consolider la porte en cas d'attaque. Les découvertes récentes en disent long sur la vision du fondateur de Ninive, Sénachérib. Au nord des jardins du roi, se dressait le palais de l'un de ses héritiers et successeurs.
son petit-fils, Assurbanipal. Il a régné sur l'Assyrie pendant 38 ans. Ce que vous voyez ici, cette surface plate et lisse, c'est le sol du palais d'Assurbanipal. Aaron Schmidt effectue des fouilles à Mossoul depuis 4 ans. De magnifiques scènes sculptées tapissaient les murs du palais. Elles représentaient la passion du roi pour la chasse au lion et la cruauté de son règne. Sur l'un des reliefs, la tête décapitée d'un ennemi se balance à un arbre, telle une décoration de jardin. Le palais est l'objet de fouilles depuis 170 ans. Mais le complexe est si vaste qu'il ne cesse de dévoiler de nouveaux secrets. On a fait une découverte fascinante. Je vais la dépoussiérer rapidement. Regardez. C'est quelque chose qui nous a beaucoup surpris, car c'était la première fois qu'on voyait ça dans un palais assyrien. Il s'agit de la tête d'un dieu. Jamais des archéologues n'ont exhumé ce type de représentation divine dans un palais assyrien. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Il y a de la terre sur la dalle en pierre. Regardez. Je crois que c'est le doigt du roi. C'est comme ça que les Assyriens priaient, devant leur dieu. Ça pourrait être son doigt. C'est une main, c'est sûr. Le voilà. Là, c'est sa bouche. C'est une représentation du roi Assurbanipal. On n'en avait jamais découvert d'aussi grande. Voilà son nez, ses lèvres, sa bouche, son œil. Là, c'est ce qu'il porte sur la tête. Dans sa main, il tient une sorte d'objet. On creuse depuis plus de 20 ans, mais on n'a déterré que des poteries et des murs. On a beaucoup appris, bien sûr, toutes ces années. On n'a pas fait tout ça en vain. Cela reste l'une des plus belles trouvailles jamais faites dans ce palais, après celle au XIXe siècle de la bibliothèque d'Assurbanipal. Une collection de plus de 30 000 tablettes qui recense toute la connaissance humaine, des épopées littéraires, des théories scientifiques et les lois établies par Assurbanipal pour contrôler son empire. Les archéologues sont en train de reconstituer une nouvelle image captivante de la cité de Ninive, capitale du premier grand empire de l'histoire et site probable des célèbres jardins suspendus de Babylone. Cependant, un mystère les intrigue encore. Comment Ninive est-elle passée du statut de petite ville de province à celui de gigantesque métropole en moins de 70 ans? Mark Altawil est professeur de sciences des données appliquées à l'archéologie. Il pense que pour répondre à cette question, il faut commencer par comprendre qui étaient les Assyriens. Beaucoup de reliefs montrent la barbarie de cet empire. Mais ce qui m'intéresse le plus représente ce qui se passe après les batailles. On voit les soldats déplacer les populations des villes conquises. L'objectif n'était pas de faire des prisonniers ou des esclaves,
mais d'inviter ces hommes et femmes à rejoindre l'Assyrie pour faire fructifier l'Empire. Ces gens avaient un savoir-faire, dans l'art, dans la construction. Les Assyriens avaient tout intérêt à les exploiter. D'après Mark Altawil, tout ce sang neuf aurait permis à Ninive de prospérer et de se développer. Il va utiliser d'autres champs scientifiques pour corroborer sa théorie. L'ADN a toujours été la pièce manquante du puzzle. Certains profils génétiques se rencontrent davantage dans certaines régions. L'analyse de l'ADN peut révéler des changements au fil des mouvements migratoires. Mais comment obtenir des échantillons d'ADN aussi anciens? À 30 km au sud-est de Mossoul, parmi les ruines de la cité royale de Nimroud, des archéologues ont fait une découverte macabre. Des ossements humains entassés au fond d'un puits. Plus d'une centaine d'individus semblent avoir été jetés dans ce puits, peut-être même plus de 150. Leurs restes vont permettre à Mark Altawil d'effectuer des recherches sur les mouvements de population dans l'Empire assyrien. Ces ossements viennent tous du même puits, le puits numéro 4, dans le palais nord-ouest de Nimroud. L'existence du puits numéro 4 est connue depuis longtemps. Il est très profond. Mais en 1990 ou 91, les Irakiens ont envoyé un homme le fouiller. Il est descendu dans le puits et a trouvé tous ces os qu'il a remontés les uns après les autres. Beaucoup étaient encore soudés et avaient même des chaînes. Donc plusieurs de ces individus avaient été enchaînés et jetés dans le puits. C'est de très loin le plus important dépôt d'ossements assyriens jamais exhumé. Pour Mark Altawil, c'est une chance unique d'enquêter sur l'histoire génétique de l'Empire. Nous avons prélevé de l'ADN sur l'os pétreux. C'est un os sur le côté du crâne, près de l'oreille. Il a une concentration élevée d'ADN, qui semble être mieux conservée qu'ailleurs. Mark Altawil a analysé le code génétique de 53 individus et pour chacun, identifié la région dont leurs ancêtres étaient originaires. Si sa théorie est juste, il devrait trouver des correspondances avec les pays conquis par les Assyriens. Il identifie des marqueurs d'Afrique du Nord, de Turquie centrale, du Caucase, du Levant, d'Iran et d'Arabie. Des régions qui ont toutes été intégrées à l'Empire assyrien. C'est la confirmation qu'il attendait. La population de Nimroud et de Ninive était un melting pot. C'était vraiment l'information qui nous manquait. On le voyait à plusieurs niveaux, dans la culture et la langue entre autres. Mais la génétique apporte toujours la preuve formelle que ce qu'on avance est vrai. L'arrivée en masse de main-d'œuvre qualifiée a permis à Ninive de construire des infrastructures gigantesques et de devenir la cité la plus puissante de l'Empire. Mais que s'est-il passé ensuite? Encore aujourd'hui, les archéologues tentent d'élucider l'énigme de la chute de Ninive. D'après les récits des auteurs classiques, les Babyloniens et leurs alliés auraient mis la cité à sac en 612 avant notre ère. Mais le déroulement des événements reste flou. Certains racontent que les assaillants ont mis le feu à la ville. D'autres, qu'ils l'ont inondée. Qu'est-il arrivé à Ninive? Pour tenter de le savoir, Stéphane Maule et son équipe vont fouiller une zone encore inexplorée sous la mosquée de Jonas. Un deuxième réseau de galeries creusées par Daesh dans le but de piller le complexe.
Nous avons découvert d'autres galeries qui s'étendent sur plusieurs centaines de mètres, peut-être même 1 kilomètre. Dans les profondeurs du labyrinthe, l'archéologue trouve des indices sur la fin de Ninive. Si on regarde bien, on peut voir ici, sur les murs, des morceaux de charbon. Et sur le sol, des cendres partout, même au plafond. C'est la preuve qu'un incendie a ravagé le palais. Encore du charbon. La preuve est là, devant nous, puisqu'on voit ces morceaux de charbon partout, parmi les débris. Tout s'est effondré quand le palais a brûlé. Cette découverte concorde avec l'hypothèse d'un incendie. Mais si Ninive a en effet été détruite par le feu, on devrait en trouver d'autres traces parmi ces vestiges. La porte de Nergal se situait dans le nord de la ville. C'était l'un des principaux accès à Ninive, ce qui en faisait une cible privilégiée pour les envahisseurs. À cet endroit, les archéologues ont découvert des restes d'habitation. On a bien une cheminée ici, donc ils vivaient à cet endroit. On voit aussi de la céramique brisée. L'archéologue Alana Birsens a exhumé des indices importants. Encore des briques et une concentration de charbon ici. C'est intéressant qu'il y ait du charbon partout. Les traces d'un gigantesque incendie sont évidentes à Nabi Yunus. Non loin de là, l'équipe a découvert une autre preuve de cette théorie, le squelette d'un individu adulte, sur le ventre, comme écrasé par une charge lourde. Un mur, par exemple. Les ossements sont calcinés. C'est incroyable, parce qu'on pensait ne rien trouver ici. Comme quoi, il ne faut jamais arrêter de creuser. Les anciens Assyriens dévoilent peu à peu leurs secrets dans toute la ville de Ninive. Et au musée culturel de Mossoul, les experts continuent de reconstruire les trésors détruits par Daesh. On a beaucoup de fragments. 1 million, 2 millions peut-être. Taha Yassin al-Sarraj restaure un bas-relief connu sous le nom de Stèle du banquet. On a beaucoup de pièces. C'est très difficile. Il s'agit d'une stèle commandée par un roi assyrien. Il a invité 69 574 personnes à festoyer pendant 10 jours. Il dresse une liste détaillée de la nourriture servie pendant ce grand banquet. D'un point de vue archéologique, ce n'est pas très intéressant, car on connaît ces inscriptions. Mais on ne peut pas laisser Daesh avoir le dernier mot. Les archéologues ripostent pour sauver le patrimoine de Mossoul. Daesh a tenté d'effacer les Assyriens de l'histoire, en vain. Leur empire apparaît désormais sous un jour nouveau. Ninive était une cité majestueuse, un jalon fondamental dans l'histoire des arts et de l'architecture, et peut-être le véritable emplacement des légendaires jardins suspendus de Babylone. Il est de notre devoir
pour la justice, la culture et l'humanité, de faire la lumière sur cette civilisation afin qu'elle renaisse de ses cendres. C'est un lieu qui rend hommage à la connaissance et à la culture. C'est important pour Mossoul de revendiquer son héritage, de montrer au monde qu'elle est encore plus belle qu'avant. L'espoir nous donne la force de continuer. Même quand les obstacles paraissent infranchissables, l'espoir n'a pas de limite.